Bonjour à tous, une petite vidéo faite à l'arrache pour coïncider avec la sortie d'un film sur lequel j'ai travaillé, en tout cas la sortie en vidéo, hein, puisque c'est pas un film récent. Il s'agit de la trilogie des Angel, donc Angel réalisé officiellement par Teresa Wu avec Moonli, Yukari Oshima, 1987, et les deux suites de 88 et 89 avec peu ou prou la même équipe. Donc des films qui sont des classiques du Girl with Guns et qui viennent de sortir donc chez Vinegar Syndrome. Donc Vinegar Syndrome, éditeur américain bien connu et sur lequel j'ai donc travaillé un peu puisque je propose 4 interviews sur cette sortie, les 4 seules interviews d'ailleurs sur la sortie, elles sont de moi. Et je suis assez content de ce que j'ai fait sur ce film et j'aime beaucoup Angel, en tout cas le premier d'entre eux. Donc je me suis dit, autant parler des 3 films et parler également du behind the scene, de comment ça s'est passé pour ces interviews, parce qu'il y a quelques trucs quand même assez rigolos à dire. Un petit mot rapide sur le packaging, comme vous pouvez le voir, donc il y a eu un nouvel artwork qui a été fait pour l'occasion. Qui est plutôt sympathique, avec également un autre derrière. Vous avez le boîtier proprement dit avec le Blu-ray, avec les spécifications derrière, comme il se doit. Et vous avez également un petit livret avec un certain nombre de textes, 3 textes en l'occurrence, qui sont d'une qualité moyenne, on va dire. Le premier texte, je trouve que ça fait un peu résumé en fait des films avec quelques commentaires, donc c'est pas ultra passionnant. Le deuxième est un peu plus intéressant, avec un côté un peu académique sur la place des femmes et des femmes d'action dans le cinéma. Donc ça, c'est... Alors, il y a eu des textes plus intéressants sur le sujet, mais c'est une bonne introduction, en tout cas par rapport à cette thématique-là. Et le troisième est assez étonnant dans le sens où il se concentre spécifiquement sur la personne de Teresa Wu, avec cette idée que c'est une femme qui fait un film avec des femmes fortes, avec des femmes d'action. Et c'est assez intéressant dans le sens où il y a des supputations qui sont totalement erronées et il y en a d'autres qui sont tout à fait justes. Et c'est assez amusant en fait quand on connaît un petit peu le behind the scene, comme c'est mon cas, puisque moi j'ai pu interviewer un certain nombre de gens qui ont bossé dessus. Et par exemple, elle se pose beaucoup de questions sur savoir est-ce que Teresa Wu a réellement ou non tourné le film en tant que réalisatrice et a tendance à lui donner le bénéfice du doute. Bon, parce que à mon avis, elle se base uniquement en fait sur les interviews que j'ai déjà fait et que j'ai publiées sur la question, dans laquelle des gens comme Tony Leung-seung, le chorégraphe du film, indiquent que ce n'était pas la réalisatrice du film. Et moi, j'ai d'autres éléments, et j'en vais en reparler à travers cette vidéo, comme quoi effectivement, elle n'a pas réalisé le film. Mais bon, manifestement, l'autrice n'est pas forcément totalement convaincue par les arguments et par les interviews que j'ai fait sur le sujet, ce que je peux comprendre, hein, quand on ne les a pas fait soi-même, on a tendance à être un peu plus critique et un peu plus distant sur la question, et donc elle a tendance à penser que c'est quand même elle qui était la réalisatrice du film. Ce qui, moi, j'en suis absolument certain que ce n'est pas le cas. Après, ça reste la productrice, ça reste la scénariste, donc ça reste quelqu'un qui a été très impliqué dans la production du film, donc qui a quand même un certain degré de parenté par rapport au film proprement dit. Donc il faut quand même lui donner un certain mérite. Et elle parvient quand même à identifier un peu du background de Teresa Wu, qui est quelqu'un qui est lié à une famille très riche, qui a entre autres fondé le journal Tsingtao. Et donc ça, je pense sans avoir certains éléments, elle a réussi quand même en identifiant certaines personnes dans les crédits des films à voir cette connexion. Donc ça, c'est plutôt bien joué de sa part, parce que c'était pas forcément évident. Donc voilà, un livret qui a le mérite d'exister, mais qui n'est pas l'aspect le plus intéressant de cette édition, à mon humble avis. Et donc, Iron Angel. Alors, Iron Angel, c'est un des titres qui existent, même si le titre anglais officiel
pour la sortie à Hong Kong, c'est Angel, donc je vais plutôt avoir tendance à utiliser Angel. Iron Angel, je crois, est le titre anglais, il me semble. Anglais en Angleterre, pas le titre anglais utilisé à Hong Kong, hein, on s'y perd. Donc c'est un des tout premiers Girl with Guns dans le cadre de la vague de Girl with Guns qui va apparaître dans la seconde moitié des années 1980, commencer par Yes Madame. Alors je vais faire très vite sur ce petit historique parce que si vous voulez plus de détails et plus d'exploration du sujet, je vous renvoie à mon livre Police versus Syndicat du crime, puisque j'ai tout un chapitre sur le Girl with Gun. C'est d'ailleurs probablement le plus long chapitre du bouquin, ce qui est totalement subjectif, ce qui n'a pas lieu d'être, hein, dans le sens où le Girl with Gun n'est pas le sous-genre le plus important du polar hongkongais, mais c'est un genre que moi j'affectionne tout particulièrement, donc j'ai eu tendance à faire quelque chose de très très long. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'historique du genre, je vous renvoie au livre. Là, je vais faire une version vraiment très courte, dans le sens où donc, grâce au succès de Yes Madame, une production D&B avec Michelle Yeoh et Cynthia Rothrock dans le rôle principal, avec Corey Yun derrière la caméra, eh bien, ça a lancé une petite mode des films d'action modernes, tendance polar, avec des héroïnes à la place des héros, à la place des hommes. Et donc on a eu un certain nombre de films dans ce registre, Yes Madame, Royal Warriors, In the Line of Duty, avec Cynthia Khan qui a remplacé Michelle Yeoh, avec She Shoot Straight, réalisé toujours par Corey Yun, avec la future Madame Samung, Joyce Godensey. Voilà, donc un certain nombre de films, et ce Angel est vraiment un des fleurons du genre, un des tout meilleurs du genre. C'est un film que j'aime toujours autant regarder, et tant mieux pour moi, parce que quand j'ai travaillé sur les interviews pour cette sortie, eh bien, il a fallu que je revoie le film très régulièrement durant le montage, mais ça n'a jamais été une sinécure, ça n'a jamais été éprouvant, parce que c'est un film que je trouve toujours excellent. Alors excellent dans le registre bien spécifique, encore une fois, du Girl with Gun, dans un registre un peu B quelque part, dans le sens où il n'y avait pas forcément un budget, c'était pas un blockbuster dans le sens hongkongais du terme, même si ça restait quand même un budget relativement solide, hein. C'était pas une petite production. On a tendance à penser que c'est une petite production parce qu'on a les standards américains, mais à l'échelle hongkongaise, c'était quand même un film avec un budget et un casting solide. Et donc le casting, d'ailleurs, parlons-en parce que c'est assez intéressant. Parce qu'on a deux actrices qui vont devenir les chevilles ouvrières du Girl with Guns par la suite, à savoir donc Moon Lee, dont c'est le premier véritable Girl with Guns. Elle avait déjà une carrière avant, elle était apparue dans Zhu les guerriers de la montagne magique, elle était apparue dans quelques drames autour de la prostitution, mais c'est vraiment avec ce Angel qu'elle va devenir typée comme étant une des actrices majeures du Girl with Gun, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur dans le sens où elle va pouvoir apparaître dans de multiples films, elle va pouvoir montrer de quoi elle est capable en tant qu'actrice d'action, mais par contre pour le pire dans le sens où elle va être totalement bloquée dans cette niche, alors qu'elle avait montré avoir des capacités d'actrice qui étaient plus larges que ça, d'actrice dramatique ou de comédie, et malheureusement c'est quelque chose qu'elle ne va pas vraiment pouvoir explorer davantage. Et pour lui faire face, on a Yukari Oshima, qui est une autre des grandes actrices du Girl with Gun hongkongais, qui va souvent apparaître d'ailleurs dans les films de Moon Lee, qui va souvent apparaître en tant que grande méchante, qui est une actrice japonaise évidemment, originaire de Fukuoka, qui a étudié en partie dans le JAC, mais surtout le Japan Action Club de Sonny Shiba, mais surtout sous la tutelle de Yasaki Kurata, le grand acteur martial japonais des films hongkongais. Et c'est grâce à cette connexion qu'elle va pouvoir entrer dans le cinéma de Hong Kong. Elle va apparaître dans un film absolument excellent, un film taïwanais qui s'appelle Book of Heroes, avec des séquences d'action, de chorégraphie absolument dingues, avec ce côté aussi ultra fast, ultra rapide que le cinéma taïwanais affectionnait durant cette période pour quelque part singer le cinéma hongkongais de la même période. Donc grande actrice de films d'action qui va être absolument géniale, et qui est absolument géniale ici en tant que grande méchante du film dans le premier Angel. Elle n'en revient pas hélas dans le numéro 2 et le numéro 3.
Et puis à leur côté, on a Helen Liu, qui est une actrice qui, elle, qui vraiment était à ses tout débuts. Elle avait déjà fait 1 ou 2 films avant, dont The Innocent Interloper, où elle était déjà sur un côté un peu action. Donc elle continue dans ce registre. Alors elle n'aura pas forcément une carrière aussi mémorable que Moon Lee, bien qu'elle apparaisse quand même dans quelques films assez majeurs, d'ailleurs plus majeurs quelque part que Moon Lee, hein, puisqu'elle a travaillé avec Ronnie Yu sur Jiang-Hu, The Bride with White Hair. Elle était également dans le 5e Dr. Wong, Dr. Wong et les pirates, Once Upon a Time in China 5. Mais elle n'a pas réussi à totalement s'imposer vraiment comme une actrice majeure dans le genre, étonnamment. Et on a un certain nombre d'acteurs masculins pour les accompagner. On a Alex Fong, qui était encore à ses débuts, qui était plutôt un mannequin, hein, qui va ensuite devenir une des personnalités majeures de la série, pas forcément pour le meilleur à mon avis. Et puis on a un acteur japonais qui est en fait un chanteur, Saijo Hideki, donc un chanteur très populaire au Japon et aussi à Hong Kong. Donc c'est un des rares rôles au cinéma et la seule incursion dans le cinéma de Hong Kong. Donc on peut penser que c'était quand même un gros coup pour Teresa Wu, la productrice, de réussir à attirer Saijo Hideki dans une production de cette nature. Et c'était vraiment le gros argument marketing du film, en tout cas à Hong Kong et au Japon. Et dans toute l'Asie de manière générale, j'aurais tendance à dire. On a également David Chiang, le grand acteur de Shang-Chi de la Shaw Brothers des années 70. Alors, anecdote assez amusante, il se trouve que j'ai interviewé David Chiang il n'y a pas très très longtemps, quelques mois maintenant. Et évidemment, l'interview est essentiellement portée sur sa carrière à la Shaw Brothers, mais étant un grand amateur de ce Angel, je n'ai pas pu m'empêcher de poser 1 ou 2 questions par rapport à ça, mais en fait, David Chiang n'a absolument aucun souvenir de Angel. Donc, mes tentatives de le faire parler du film n'ont pas duré très longtemps quand j'ai bien compris que n'était pas un souvenir particulièrement mémorable pour lui. Et on a également Wang Zhongli, le super kicker coréen de Drunken Master, de Snake in the Eagle Shadow, de multiples films de kung-fu, qui est également là en tant que rival de Yukari Oshima dans le monde de la PEC. Donc gros cast hein, quand même, pas forcément en termes de renommée à l'époque, mais davantage pour ce qu'ils vont devenir par la suite. Et donc Angel, c'est la synthèse parfaite, j'ai envie de dire quelque part, du Girl with Guns, du film d'action, tendance polar, kung-fu, tel que le cinéma de Hong Kong le faisait dans les années 80, avec un côté un peu mélange des genres, il y a des petites séquences comiques, avec de l'action extrêmement agressive, avec un rythme très très bien mené, avec cette petite musique de synthé ce qu'on appellera maintenant synthwave, mais qui correspond parfaitement au style du film et qui trouve des thèmes qui sont quand même très réussis. Tant mieux d'ailleurs parce qu'ils sont répétés quand même très régulièrement dans le film, donc c'est une bonne chose qu'ils soient plutôt réussis. C'était vraiment un package très réussi de ce point de vue-là. Le film, évidemment, s'inspire d'un peu tout ce qui se faisait à l'époque. Il y a un côté un peu Heroic Bloodshed par certains côtés. Il y a la thématique du trafic de drogue, qui est un grand classique du cinéma mondial, mais également du cinéma
d'action moderne hongkongais, avec la présence du triangle d'or qui était juste à côté et qui faisait donc de Hong Kong une plaque naturelle du trafic. Tout ça, c'est des éléments qui sont bien repris. On a également le côté lutte de pouvoir au sein d'une triade. Donc des éléments bien connus du cinéma de Hong Kong de cette période et pour les décennies suivantes, mais qui est traité de manière assez efficace, avec également une influence du côté américain, puisque le titre Angel semble être une reprise directe de la série Charlie's Angels, drôle de dame, série très populaire durant les années 70, donc qui a dû marquer, j'imagine, Teresa Wu durant sa jeunesse, et qui a été une source d'inspiration. Donc on retrouve la même configuration, à peu près, plus ou moins, dans le sens où dans la série Charlie's Angels, on a 3 agentes, 3 femmes, avec un patron masculin. Donc là, on a une configuration similaire. Le patron masculin, c'est donc David Chiang. Et on a 3 agents, sauf qu'à la place d'avoir 3 agents féminins, on a 2 agents féminins et un agent masculin, donc qui sont donc pour les féminins Moon Lee et Ellen Loi, et Saijo Hideki donc pour l'agent masculin. Donc il y a quand même le besoin ici, et c'est toujours un peu le paradoxe des films de Girl with Guns hongkongais de la période, il y a quand même toujours besoin d'avoir des personnages masculins importants, alors que l'argument marketing, l'autre argument marketing à côté de Saijo Hideki, c'est de faire des films d'action avec des héroïnes féminines. Mais c'est jamais totalement assumé. Alors c'est aussi quelque chose dont je parle assez en détail dans mon chapitre consacré aux Girl with Guns dans le livre Police versus Syndicat du crime. Donc je vous renvoie à ça. Mais en tout cas, ce Angel, c'est vraiment un plaisir de grosses séries B d'action hongkongaise, avec des personnages charismatiques, avec de l'action qui envoie grâce à Tony Leung-seung. Tony Leung-seung qui est un chorégraphe qui malheureusement n'est pas suffisamment reconnu pour sa valeur et pour sa qualité, tout particulièrement durant la décennie des années 1980. C'était quelqu'un qui, alors peut-être, n'était pas du niveau d'un Sammo Hung, d'un Lau Kar-leung, d'un Yuen Woo-ping, de la division AA du cinéma de Hong Kong, mais il était vraiment juste en dessous. Et être juste en dessous de ces génies du genre, c'est quand même déjà énorme. C'est déjà très très bien, et donc c'est quelque chose qui mérite une reconnaissance. Certaines de ces séquences d'action, tout particulièrement la séquence d'action en plein milieu avec l'attaque de la villa. Et le final entre Moon Lee et Yukari Oshima sont encore aujourd'hui des petites perles du genre parmi les meilleures séquences d'action du cinéma de Hong Kong dans ce registre bien précis. Alors après, malheureusement, sur les suites Angel 2 donc de 1988 et Angel 3 de 1989, la qualité baisse à chaque opus. Angel 2, donc ça se passe à Kuala Lumpur, ça se passe oui à Kuala Lumpur, mais de manière générale en Malaisie, il y a différents endroits de Malaisie qui ont été utilisés. Le film est en réalité réalisé par Stanley Tong. Alors moi, pendant très longtemps, j'ai toujours pensé qu'il y avait une grosse inspiration à chercher du côté de Rambo 2. Mais dans l'interview que j'ai pu faire avec Stanley Tong, lui parle de Predator. Bon, on est quand même toujours sur ce côté thématique jungle, et on retrouve ça effectivement dans ce Angel 2. Le problème d'Angel 2, c'est que rien qu'au niveau du scénario, déjà, alors le scénario du premier n'avait rien d'incroyablement original ou de recherché, mais il était efficace. Dans le deuxième, on a un espèce de pseudo-dictateur fascisto-nazi, ce qui est quand même un petit peu étrange en Malaisie, donc c'est pas la meilleure des idées. Le rythme est aussi beaucoup moins bien maîtrisé, dans le sens où on a les 2 tiers du film qui sont quand même très orientés comédie, trop orientés comédie. Alors, il y a quelques séquences d'action qui les ponctuent, mais il n'empêche que quand on vient voir un film d'action, ça reste un petit peu léger. Et c'est vraiment le final
où là, Stanley Tong envoie tout ce qu'il a. Alors le final de Angel 2 est vraiment excellent, hein, ça dépote, ça déchire. Mais c'est vrai qu'il faut quand même s'accrocher pour réussir à l'atteindre. On est dans une configuration quelque part un peu à la Better Tomorrow 2, le Syndicat du Crime 2. Alors le Syndicat du Crime 2 était quand même plus ambitieux que ce Angel 2, mais il y a un petit côté comme ça, on retient finalement, la seule chose qu'on retient du film, c'est le final, et c'est un peu la même chose avec A Better Tomorrow 2. Autre problème sur ce deuxième épisode, dont j'ai un peu évoqué, c'est le fait que Moon Lee et Ellen Loi deviennent de moins en moins importantes dans le récit, et c'est Alex Fong qui devient vraiment le personnage principal. Et même si Alex est très sympathique, il n'empêche que quand on vient voir un Girl with Guns, un film d'action avec des héroïnes féminines, bah, c'est pas forcément le Richard Gere hongkongais qu'on a envie de voir à l'écran la plupart du temps. Bon, ça reste quand même recommandable, ça reste quand même un film plutôt sympathique, et avec le 3, malheureusement, là on atteint les limites avec quelque chose qui est presque Z par certains moments. On est vraiment dans le côté série B hongkongaise, mais dans ce que ça peut avoir de plus déficient, hélas. Alors même problème que sur le 2, hein, là encore plus marqué, j'ai envie de dire, où c'est vraiment Alex Fong qui est le personnage principal. Moon Lee apparaît durant la première moitié du film et disparaît totalement de la seconde moitié, donc c'est vraiment totalement intolérable. Ellen Loi a disparu, et donc c'est très mal rythmé également, avec finalement assez peu de séquences d'action. Le final qui était toujours quelque part l'élément qui permettait de sauver les films de Angel, ben là c'est pas tout à fait convaincant. Il y a une grosse fusillade qui est pas trop mal foutue, mais ça reste un peu générique. Et puis à l'arrivée du jetpack qui amène le film donc sur les rives du Z, comme je l'ai mentionné. Alors c'est marrant, mais ça en fait pas un bon film, et tout le reste également est pas terrible. Mais on a quand même quelques séquences d'action avec Moon Lee qui sont plutôt réussies. C'est assez léger, c'est pas suffisant pour faire un bon film, mais voilà, on peut se raccrocher quand même à ces quelques moments avec Moon Lee et le côté très Z du reste du film. Mais bon, clairement, c'est l'opus le plus faible de la trilogie, et ça amène à penser qu'il était probablement une bonne chose qu'on en arrête là. Et ça n'empêche que ce coffret reste particulièrement recommandé, parce que on a Angel 1 qui est un grand classique du genre, qui demeure un grand classique du genre, et on va dire que les épisodes 2 et 3 sont des bonus plus ou moins sympathiques. Alors maintenant, le behind the scene. Donc moi, pour cette édition, j'ai fourni 4 interviews. La première, bon, qui ne sont pas dans un ordre particulier. Donc il y a une interview avec Ellen Loi, il y a une interview avec Raymond Leung, il y a une interview avec Stanley Tong et une interview avec Johnny Lee. Prenons-les dans l'ordre. Donc l'interview avec Ellen Loi, en fait, c'est l'interview que vous avez peut-être pu voir sur la chaîne, puisque c'était là où je l'avais publié à l'origine, qui est en fait une discussion avec Elaine. Et qui ensuite a été enlevé, puisque à un moment donné Vinegar Syndrome est venu vers moi et m'a dit qu'ils étaient intéressés pour l'inclure sur le coffret. Donc à partir du moment où elle est sur le coffret, évidemment je ne peux pas la mettre à disposition sur YouTube, donc c'est pour ça qu'elle a disparu. Donc c'est peu ou prou la même discussion, avec un montage un petit peu différent, mais le contenu est exactement le même. Alors je dois dire que à titre personnel, je ne suis pas super adepte du format, dans le sens où le format c'est moi qui suis dans le plan avec Elaine à côté de moi, et donc on discute comme ça.
C'est pas la configuration que j'aurais souhaité à l'origine. Moi, je voulais le faire de manière classique avec Elaine dans le plan, moi derrière la caméra, et on discute comme ça. Et avec elle qui est vraiment uniquement dans, dans la vidéo. Et en fait, c'est Elaine qui n'était pas très motivée à l'idée de le faire comme ça. Elle préférait m'avoir en tant qu'intervieweur à ses côtés. Et donc c'est pour ça qu'on l'a fait dans cette configuration-là. Voilà, moi j'aurais préféré elle ne pas être dans l'image. Mais c'est comme ça. En tout cas, c'était très sympathique de sa part d'avoir accepté de parler du film, et je lui en suis encore très reconnaissant. À côté de ça, donc les 3 autres, par contre, ce sont des interviews totalement inédites. La première dont je veux parler, c'est celle avec Raymond Leung, et ça c'est vraiment intéressant parce que le premier film, donc j'avais évoqué le fait que la paternité du film est encore assez discutée. Donc officiellement, on a Teresa Wu en tant que réalisatrice, et on a ensuite 2 autres réalisateurs qui sont nommés, à savoir Ivan Lai, Raymond Leung, ensuite Tony Leung également, Tony Leung Siung, pour l'action. Donc clairement, il n'y a aucune difficulté à comprendre que les séquences d'action, c'est Tony Leung Siung, ça c'est certain. Par contre, quelle est l'implication donc des 2 autres réalisateurs? Alors, Ivan Lai, moi c'est un réalisateur déjà que j'aime bien, qui a fait entre autres Daughter of Darkness, un grand classique de la catégorie 3, et c'est quelqu'un que j'avais cherché à interviewer pendant très très longtemps. Donc à chaque fois que j'interviewais des gens qui avaient bossé avec lui, je me demandais s'ils avaient son contact. Et à un moment, j'ai fini par réussir à obtenir son contact, sauf que donc je lui ai envoyé un mail et auquel j'ai jamais eu de réponse. Et en fait, quelques jours, quelques semaines après avoir envoyé le mail, eh bien, on a appris qu'il était décédé d'une longue maladie, je crois, d'un cancer ou quelque chose comme ça. Donc clairement, c'est normal qu'il n'ait pas pu répondre à mon email. Mais malheureusement, ça fait que, les souvenirs attachés à toute sa carrière, eh bien, ont disparu avec lui. Et c'est vraiment, évidemment, très très triste. Parce que d'autant plus qu'à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait d'autres interviews d'Ivan Lai qui aient été réalisées par d'autres personnes. Donc c'est vraiment une perte sèche pour l'histoire du cinéma de Hong Kong. Heureusement, j'ai réussi à trouver donc l'autre personne qui était impliquée dans la réalisation de ce Angel, à savoir Raymond Leung. Alors je ne sais même plus exactement comment j'ai obtenu son contact, mais j'ai réussi à obtenir son contact à un moment donné. Et j'ai pu donc le contacter, lui demander s'il voulait faire une interview. Le truc, c'est que maintenant, il vit en Chine, sa carrière est en Chine. Et on était encore, quand je l'ai contacté, ça remonte à quelque chose comme il y a 2-3 ans facilement. Donc je crois qu'on était encore dans le Covid ou pas loin. En tout cas, pour aller en Chine, il fallait un visa, donc ça rendait les choses compliquées. Donc on s'est dit qu'on allait rester en contact et qu'à un moment donné, je reviendrai vers lui pour essayer de faire l'interview. Et je suis donc revenu vers lui au moment où Vinegar Syndrome m'a contacté par rapport à cette sortie de Angel. Et donc je lui ai demandé s'il était donc dispo pour faire l'interview. Entre-temps, il y avait la possibilité d'aller en Chine sans visa, donc ça rendait les choses un peu plus faciles de ce point de vue-là. Et donc il a dit OK sur le principe d'être interviewé, et gros coup de bol pour moi, il se trouve qu'il devait revenir à Hong Kong dans le cadre de festivités organisées par la guilde des réalisateurs de Hong Kong, et donc il était possible de faire une interview avec lui à Hong Kong. Donc j'ai sauté sur l'occasion, et donc j'ai donc pu faire une longue interview avec lui dans laquelle il revient sur toute l'histoire du tournage de Angel, dont il est le 2e réalisateur. Alors en fait, ce qui s'est passé, pour faire très simple, c'est que le film a commencé avec Ivan Lai. Ivan Lai a tourné donc en gros la moitié de Angel, sauf que visiblement il y a eu des désaccords, il y a eu des problèmes avec Teresa Wu, et il a été dégagé. Et c'est donc Raymond Leung, qui était simplement un directeur de production sur le film, qui a été amené sur le film un peu sur le tard d'ailleurs,
qui s'est retrouvé promu en tant que réalisateur, et donc c'est lui qui a terminé la seconde moitié du film. Donc il revient sur toute cette partie, sur toute la seconde moitié du tournage. Alors évidemment, ça fait qu'il ne peut pas parler de certaines décisions liées au casting, des choses comme ça, mais il n'empêche qu'il est quand même capable de parler de la manière dont le tournage s'est passé sur la seconde moitié et puis la réception du film de manière plus générale. Donc moi je suis très très content d'avoir pu réussir à trouver et interviewer Raymond Leung. Je pense qu'il n'y a que des obsessionnels comme moi qui sont prêts à passer des années à la recherche d'un réalisateur aussi peu connu pour pouvoir parler d'un film comme celui-là. Et donc vous la trouverez sur cette sortie Vinegar Syndrome. L'interview, je crois, fait autour de 25-30 minutes, quelque chose comme ça. Donc quand même quelque chose d'assez conséquent et dont je suis très fier. Ensuite, on a l'interview de Johnny Lee. Alors Johnny Lee, vous l'avez peut-être vu sur la sortie Le Chat qui fume de Police Story 3, puisque c'est la même interview en fait. Johnny Lee, en fait, ça a été l'assistant réalisateur et le directeur de production de la plupart des films de Stanley Tong. C'est un des véritables bras droits de Stanley Tong. Et donc, comme Stanley Tong est d'ailleurs, non, un des bras droits de Stanley Tong, et donc il a commencé véritablement sa carrière avec Stanley Tong sur Angel 2 et Angel 3. La collaboration entre les deux hommes a commencé à ce moment-là. Et donc, il revient sur le tournage et les difficultés qu'il y avait sur Angel 2 et sur Angel 3. Alors, beaucoup plus sur Angel 2. Il n'a pas énormément de choses à dire sur Angel 3. Ça dure environ une vingtaine de minutes. Johnny Lee, c'est quelqu'un de très très gentil, avec un bon sens de l'humour. Donc, ça donne quelque chose de plutôt amusant, de plutôt sympathique. Donc ça, c'est la troisième interview, et la toute dernière interview, c'est celle avec Stanley Tong. Donc Stanley Tong, ancien cascadeur, devenu réalisateur, et il est vraiment devenu réalisateur avec ses Angel 2 et 3. Comme ça a expliqué dans l'interview avec Raymond Leung, devait théoriquement prendre en charge le tournage et la réalisation de Angel 2, mais tout comme ça a été le cas avec Ivan Lai, il a été dégagé par Teresa Wu, et c'est Stanley Tong qui a été promu pour devenir le réalisateur. Il devait être le réalisateur des scènes d'action, et bien il est devenu réalisateur des scènes d'action et également des scènes normales de drame et de comédie. Et alors Stanley Tong, c'est assez rigolo parce que moi j'ai réussi à l'avoir en interview par des moyens totalement étranges, totalement détournés, dans le sens où j'ai eu son contact par son beau-frère. Donc Stanley Tong a une sœur, et cette sœur est mariée à un Français qui vit à Hong Kong et qui est plus ou moins lié au monde du cinéma, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer de multiples fois, puisque à Hong Kong, les gens dans le milieu du cinéma, et particulièrement les Français, sont assez peu nombreux. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer de multiples fois. Donc on se connaît très bien, on s'entend très bien, il n'y a pas de problème. Et puis à un moment, lors d'un cocktail, je ne sais plus exactement comment c'est arrivé, mais il m'a indiqué que son beau-frère était Stanley Tong. Alors évidemment, moi, tout de suite, je me suis dit « Oh, mais c'est super, hein, il faudrait que tu me donnes son contact, parce que moi, j'aimerais bien pouvoir l'interviewer à un moment donné. » Et à ce moment donné, il est arrivé avec cette opportunité de la sortie de la trilogie Angel de Vinegar Syndrome. Et donc, c'est par ce biais-là, par le biais de son beau-frère, que l'interview a été accordée. Problème, cependant, c'est que Stanley Tong, maintenant, comme beaucoup de réalisateurs de la grande époque hongkongais, eh bien, il ne vit plus à Hong Kong, il est à Pékin. Il est entre Pékin et Shanghai, d'ailleurs. Donc, il a fallu essayer de voir pour aller à Pékin, pour que je puisse faire l'interview. Alors, ça a été un peu laborieux, parce que déjà, il a fallu discuter paiement avec Vinegar Syndrome, qui n'a pas été super coopératif là-dessus, je dois bien dire. Mais bon, j'étais tellement motivé que je l'ai fait quand même quasiment à mes propres frais.
Donc j'ai été à Pékin, mais pareil, le passage à Pékin, entre le moment où j'ai eu le feu vert du beau-frère de Stanley Tong et le moment où il pouvait faire une interview proprement dit, il y avait 24 heures. Donc entre le moment où j'ai eu le feu vert, c'était un samedi, j'ai pris mon billet d'avion pour Pékin le samedi, je suis arrivé à Pékin le dimanche matin et le dimanche en début d'après-midi, j'ai fait l'interview avec Stanley Tong. C'était vraiment en mode ultra rush, mais c'était très bien d'avoir pu le faire parce que effectivement il y avait plein d'anecdotes, plein de choses à raconter sur le making of de Angel 2 et Angel 3, et donc on a quelque chose de très touffu, j'ai envie de dire, une bonne grosse interview qui, sur la version finale, la version montée, fait environ 30-35 minutes. Et donc je pense que c'est assez passionnant pour savoir comment ces films ont été faits, et c'est assez drôle. Donc voilà, 4 interviews dans lesquelles je suis assez content de moi. Je suis vraiment très heureux du résultat. Alors évidemment, j'aurais bien aimé pouvoir en faire encore plus. J'ai tenté évidemment d'avoir Alex Wong, mais c'est difficile parce qu'il faut passer par son agent, et les agents c'est toujours compliqué. J'ai essayé d'avoir Yukari Oshima à nouveau parce que je l'avais déjà eu dans le cadre de mon livre Police versus Syndicat du crime, mais c'est une interview audio, donc qui n'est pas utilisable pour une sortie vidéo comme celle-là. Malheureusement, elle n'a pas l'air d'être très motivée pour faire des interviews ces derniers temps, donc ça a été également un non. Il n'empêche que si vous voulez en savoir plus par rapport à ça et ses impressions par rapport au film, je vous renvoie donc à l'interview que j'avais fait avec elle et qui est dans le bouquin Police versus Syndicat du crime. Enfin, j'ai essayé d'avoir un certain nombre de gens qui étaient associés. Alors j'aimerais bien aussi avoir Teresa Wu, mais alors elle, quasi impossible pour savoir ce qu'elle est devenue. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait au mieux sur la base des moyens qui m'avaient été donnés par Vinegar Syndrome, et du temps aussi dont je disposais, hein, parce que avec les éditeurs vidéo, on pourrait croire que tout ça s'est fait en amont, bien en avance, bien préparé. C'est rarement le cas. Tout a tendance à se faire un petit peu au dernier moment avec des deadlines à quelques semaines. Donc dans ces conditions, je suis quand même très satisfait du résultat de ce que j'ai fait, et je pense que quand vous regarderez ces bonus, eh bien, vous apprécierez les efforts qui ont été mis en place, et vous apprécierez les informations pour savoir comment ces films ont été faits, ce qui est toujours assez passionnant, hein. C'est quelque chose c'est aussi passionnant de regarder les films que de savoir comment ils ont été faits, parce qu'on était vraiment dans une époque, un âge d'or du cinéma de Hong Kong, avec des manières de produire les films qui étaient assez dingues, et qui amènent donc énormément d'anecdotes très sympathiques à entendre. Voilà, donc très satisfait, comme je l'ai dit, de ce coffret Iron Angel, Angel 1 donc de 1987, Angel 2 de 1988 et Angel 3 de 1989, en espérant pour ceux qui ne peuvent pas lire les Blu-ray américains que des éditions en Europe seront également disponibles à un moment donné. Et si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter pour voir si on peut faire d'autres bonus ou réutiliser certains d'entre eux ici. Voilà, donc une vidéo très rapide pour cette sortie, et j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que vous achèterez le coffret et que vous trouverez ça encore plus intéressant, et on se reverra sur d'autres vidéos par la suite. À très bientôt.